Bonsoir et bienvenue à tout le monde dans le monde de Pandas. Je pense que la fois passée, nous avions vu toutes les notions possibles sur la bibliothèque NumPy. On entre maintenant dans des outils les plus puissants, les plus utilisés par les data analystes, les data scientists, les chercheurs, les consultants, ainsi que les ingénieurs dans le monde entier. C'est-à-dire, il s'agit de la bibliothèque Pandas. Le nom Pandas est une contraction de deux mots. Il y a le mot panel et le mot data. En d'autres termes, c'est un terme économique qui permet de désigner l'ensemble des données multidimensionnelles. Alors pourquoi nous devons utiliser Pandas? Imaginez un peu, vous êtes devant un tableur Excel, mais en beaucoup plus rapide, plus puissant, programmable et capable de manipuler des milliers, voire des millions de lignes de données en quelques lignes de code. Voilà ce que est la puissance de la bibliothèque Pandas. Voici ce que nous pourrons faire en utilisant la bibliothèque Pandas. Nous pourrions lire des fichiers de type CSV, XLS, JSON, HTML pour ne citer que cela. Nous pourrons nettoyer et transformer nos données en quelques lignes, réaliser des analyses statistiques telles que nous avons vu avec la bibliothèque NumPy, la moyenne, la médiane, l'agrégation, les groupements, Nous pouvons filtrer, trier, fusionner, transformer les jets de données. Nous pouvons visualiser rapidement les tendances, les distributions et les corrélations. Nous pouvons travailler avec des vraies bases de données sous forme de tableaux qu'on appelle des datasets. Pandas est indispensable pour toute personne qui veut soit travailler dans la finance, dans l'éducation, la santé, la logistique, le marketing ou dans les zones G. Participer à des projets de data science, intelligence artificielle ou de business intelligence qu'on appelle les Power BI. Automatiser des tâches répétitives dans Excel et pouvoir le faire. Nous allons voir les deux structures de base que nous pouvons utiliser avec la bibliothèque Pandas. Nous avons la structure de base qu'on appelle série et la deuxième structure de base qu'on appelle data frame. C'est quoi une série? Une série avec la bibliothèque Pandas, c'est juste une colonne unique qui porte des données. Donc, une série est une colonne unique portant les données. Elle ressemble à une liste avec index. Rappelez-vous, avec notre liste que nous avons vue avec la bibliothèque NumPy, nous avions dit que la liste était un ensemble d'éléments ordonnés, séparés par des virgules et entourés par des crochets. Alors, rappelez-vous, voyez une série comme si c'était une liste, mais vous voulez utiliser l'indexation pour pouvoir accéder à votre liste. En Excel, c'est comme une colonne avec un nom et des étiquettes sur les lignes. Donc, vous avez une colonne qui a un nom et puis vous avez des étiquettes en ligne et
en colonne. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer notre suite de données qu'on appelle série, mais aussi comment est-ce que nous pouvons créer la deuxième suite de données qu'on appelle data frame. Pour ce faire, nous allons devoir lancer notre IDE. Pour notre cas, nous allons utiliser Jupyter Notebook. Je rappelle que vous deviez télécharger le fichier Excel que j'avais envoyé dans notre groupe Excel. Parce qu'on va utiliser ce fichier plus tard. Vous devez déjà en avoir à portée de main pour vous permettre d'être prêt. Lançons les éditeurs. Chez moi, je vais lancer Jupyter. Je patiente qu'il puisse démarrer. Un instant, chez moi, j'ai comme l'impression que j'en prends l'autre fois. Voilà. Je peux maintenant, je viens à ces fichiers, je prends New, je prends Nouveau, Notebook. Rappelez-vous, nous avions dit que pour NumPy, pour pouvoir l'importer, vous deviez utiliser le mot-clé Import. Donc, vous devez d'abord l'installer, mais si vous l'avez déjà installé, vous utilisez le mot-clé Import ainsi que le nom de votre bibliothèque. Alors, pour NumPy, on faisait Import, NumPy is, on créait ce qu'on appelait une variable d'utilisation qu'on appelait à chaque fois pour pouvoir l'utiliser. C'est la même logique avec la bibliothèque Pandas.
Voilà, commençons par créer notre première structure de données que nous avions appelée série. On va d'abord importer la bibliothèque. On dit import, pandas is PD. PD pour dire pandas. Rappelez-vous, avec NumPy, le d'installation, moi j'étais en train de mettre mon nom. Donc c'est la même logique pour ici. Comme je vais utiliser cette bibliothèque à chaque fois, je vais le laisser sur sa propre ligne. Voilà, j'exécute, je patiente. S'il n'est pas installé, il va me renvoyer un message d'erreur. Là, je serai obligé d'installer. Voilà, il me dit que chez moi, il n'est pas installé. Voilà, je vais l'installer. Je vais dire pip installe pandas. Espérons que la connexion aujourd'hui sera clément avec nous. Je patiente, il est tenté de réfléchir, tenté de charger. Voilà, il a installé. C'est parfait. Il a installé sans problème. Voilà. Comme il a installé, je peux maintenant l'utiliser. Je dis import pandas pandas is PD. Voilà. Maintenant, je vais créer ma structure de base. Je vais créer la série qui est une ligne de structure de base. Je crée une variable que j'appelle par exemple nombre. Dans ma variable nombre, je vais faire appel à la bibliothèque pandas. Et dans la bibliothèque pandas, je vais utiliser un objet qu'on appelle série. Série. Et qu'est-ce qui va constituer ma série? Ça sera des nombres. Rappelez-vous, on avait dit que une série est un ensemble d'éléments ordonnés, séparés par des virgules et entourés par des crochets. Je pense que vous n'avez pas oublié. Voilà. Je crée ma série et je peux printer. Je dis print nombre. J'exécute. Voilà, il me donne ma série. Regardez, maintenant, ici, l'affichage avec les séries, c'est comme une colonne sous Excel. Il me montre même les index de ma colonne unique qui vient de me générer. Il me dit l'élément 10 est à l'index 0, l'élément 30 est à l'index 1, l'élément 40 est à l'index 2, l'élément 60 est à l'index 3. Donc, c'est de cette façon qu'on arrive à créer des séries. Alors, l'autre structure de base avec Pandas qu'on appelle les data frames, on va vraiment l'utiliser. Alors, un data frame, c'est une table de données complète. C'est comme un dictionnaire de données que nous avions vu avec le NumPy. C'est comme la structure de données, dictionnaire que nous avions vu dans des notions précédentes. Alors, dans le data frame, nous avons un ensemble de colonnes. Nous avons d'abord des séries qui sont alignées sur un même index. C'est comme si nous étions en train de créer des dictionnaires de données. Par contre, ici, nous aurons un ensemble de plusieurs séries qui doivent avoir la même taille et qui doivent être alignées sur la même index. C'est-à-dire que si nous avons 4 éléments, chaque ligne de tableau doit
porter aussi ces 4 éléments. On va créer notre data frame. Je vais appeler ça donnée, une variable donnée. Voilà, je commence avec la première colonne que je vais appeler par exemple nom participant. Non participant. Non participant. Comme c'est une chaîne de caractères, voilà pourquoi je l'ai mis entre côtes. Non participant. Je commence avec Chris. Je commence avec Chris. Ongenda. Je prends Chris. Christ. Mawuya. Je peux me limiter à 3. Ensuite, je prends clean code. Clean code. Clean code. Ensuite, je suppose les âges. Je vais supposer. Je dis par exemple, Chris Ongenda a 35 ans. Chris Mawuya, je dis par exemple 27 ans. Et Clean Code, je dis par exemple 41 ans. Ensuite, je peux dire résidence, ville de résidence. Ville de résidence. Ville résidence. Ville de résidence. Je dis Chris Ongenda. Je dis par exemple Kinshasa. Chris Mawuya, j'ai dit Kananga, j'ai dit Lubumbashi, par exemple. Clean Code, j'ai dit Paris. Voilà. Ensuite, je ferme mon data frame. Alors, si je vais afficher les data frames, je vais dire, je crée data frame ici. Je vais dire data frame, ça sera égal à quoi? Panda, que j'avais stocké dans la variable PD, point, data frame, j'ai dit data frame. Ensuite, le nom de la variable où j'ai stocké mes éléments. J'avais appelé ça données. Voilà. Et là, j'ai chargé toutes les données que j'avais sous forme de dictionnaire. Je les chargé dans un data frame
et je l'ai stocké dans une variable que j'ai appelée df. Cette variable, je peux aussi changer le nom. Je peux appeler ça données nettoyées, par exemple. Données nettoyées. Bon, j'appelle ça données nettes, par exemple. J'ai chargé à ce niveau-là. J'exécute. Et pour afficher, comme j'ai chargé mes données que j'avais sous forme de dictionnaire dans ma variable données nettes, que j'ai converti sous forme d'un data frame, alors si je veux les afficher, je vais simplement dire print, j'appelle le nom de ma nouvelle variable qui est données net. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Exactement. Voilà ce que ça m'a donné. Ça m'a donné nom participant, Chris Ongenda, âge 35 ans, ville Kinshasa. Chris Maouya, 27 ans, Lubumbashi, clean code 41 ans, Paris. En résumé, les amis, Pandas, c'est comme Excel mais sous stéroïdes, avec la puissance de Python derrière. On travaille avec des objets, c'est-à-dire séries, qui sont des colonnes, et des data frames qui sont des tables. Donc, un tableau complet, ligne, colonne. Vous voyez ici, nous avons un tableau où nous avons les en-têtes, et puis nous avons les lignes et nous avons les colonnes. C'est l'outil numéro 1 pour l'analyse des données en entreprise ou en recherche. Il s'intègre parfaitement avec la bibliothèque que nous avions vue précédemment, la bibliothèque numérique Python, Matplotlib, Serbon, SQL, Power BI et d'autres outils qu'on verra prochainement. Passons maintenant au chargement des données avec Pandas. Comment peut-on charger les données qui proviennent des autres sources sur Python pour pouvoir les analyser? Donc, chargement des données avec Pandas. Charger les données, chers amis, c'est la première étape, la toute première étape de toute analyse des données. Imagine un peu que vous êtes dans une entreprise. Vous recevez un fichier de vente dans votre boîte mail. Alors, ou soit un rapport envoyé par votre manager, ou parfois un fichier JSON contenant des données qu'on a récupérées vers une application web. Alors, la toute première étape que vous allez faire pour analyser ces données, c'est d'abord arriver à les importer correctement dans votre environnement de travail Python. Et Pandas, c'est l'outil magique qui vous permet d'importer vos données sur l'environnement de travail Python. La première des choses, c'est la lecture des fichiers. Alors, pour lire les fichiers avec la bibliothèque Pandas, il existe 3 fonctions, le plus usuel. La première, c'est la fonction read, SVS, s'il s'agit d'un fichier ayant l'extension SVS, soit read Excel, s'il s'agit d'un fichier ayant l'extension Excel, ou enfin read JSON, s'il s'agit d'un fichier qu'on a récupéré en ligne. Commençons par la toute première fonction, qui est la fonction read CVS, qui permet de lire un fichier ayant l'extension ou le format CVS. Rappelez-vous des données que je vous avais envoyées dans le groupe. Chacun de vous sait là où se trouvent ces données. Chacun de vous sait là où se trouvent ces données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pour lire le fichier ayant l'extension CVS, vous allez d'abord, moi comme j'avais déjà importé ma bibliothèque,
je n'aurai plus besoin de l'importer. Donc, vous allez simplement ici commencer par les noms de la variable que vous voulez charger. Par exemple, j'appelle ça fichier source. Fichier source. Fichier source. Qu'est-ce que je vais stocker? Qu'est-ce que je vais assigner à ma variable fichier source? Je vais dire pd, donc pandas.read, read, ou pd.tabulation. Regardez, quand je dis read, il me donne qui a ouvert le micro? Je disais, lorsque j'écris simplement read, il me donne toutes les fonctions possibles, c'est-à-dire toutes les instantions possibles des fichiers qu'il peut importer en Python. Donc, il peut importer un fichier clipboard, un fichier fait avec le notebook ou le éditeur de texte. Il peut importer un fichier ayant l'extension CVS, c'est-à-dire un fichier qui a le format CVS. Il peut importer un fichier Excel. Il peut importer un fichier feature. Il peut importer un fichier HTML. Donc ici, c'est tous les fichiers, toutes les instances des fichiers qu'il peut prendre en compte, il peut prendre en charge. Un fichier JSON, un fichier Pickle, un fichier SQL, SQL Query, Table, tout ça. Donc, c'est de cette façon qu'on arrive à importer. Donc, par exemple, si vous voulez importer un fichier ayant l'extension Excel, vous allez prendre read Excel. Ensuite, vous précisez soit directement les noms de votre fichier que vous voulez importer, ou carrément, vous prenez les chemins, l'adresse, la localisation de votre fichier. Par exemple, nous voulons importer ce fichier. Le fichier, si je vous avais envoyé ça. Vous allez dans les dossiers où vous l'avez stocké. Ensuite, vous venez au-dessus ici. Regardez là où j'ai les noms formation, data analyse. Je clique là-bas. Vous voyez, directement l'extension, les chemins là où se trouve mon fichier apparaît. Ou carrément, je peux venir ici copier les chemins. Je clique sur copier les chemins. J'amène ça dans mon éditeur et je vais coller. Je vais coller. Je vais coller. Je ferme. Je colle là-bas et puis je ferme. Rassurez-vous, les amis, vous devez changer le sens de slash ici. Parce que le sens dont vous importez, ça prouve que votre fichier est fermé. Vous devez l'ouvrir. Alors, on va simplement mettre des anti-slash en place des slash. On va simplement mettre des anti-slash en lieu et place des slash. Voilà. Enfin, vous pouvez maintenant l'importer. J'exécute. Qu'est-ce qu'il dit? Un instant. J'avais oublié de mettre entre côtes ici. Et puis, j'exécute, j'attends. Il a importé mon fichier. Alors, si je vais afficher les 5 premières lignes
de mon fichier parce que je peux l'ouvrir ici. Vous allez voir comment il se présente. Le fichier se nomme vente magasin. Je l'ouvre ici sur Excel. Voilà. Vous voyez comment est-ce que le fichier se présente. Donc, j'ai date, tout ça, et puis j'ai 20 enregistrements. Maintenant, supposons que je vais afficher les 5 premiers enregistrements. Je vais rentrer dans mon éditeur. Comme le fichier, je l'ai chargé déjà dans ma variable fichier source, je vais simplement dire print fichier source. C'est là où se trouve mon fichier. Fichier source. Et je vais utiliser l'attribut qu'on appelle head. Voilà. Je dis print, je dis affiche-moi les 5 premières lignes de mon fichier. J'exécute. Voilà. Il m'a affiché les 5 premières lignes de mon fichier. Regardez, j'ai date, magasin, produit, catégorie, tout ça. Je pense que c'est le fichier des ventes que j'avais ouvert. Hein. Voilà, c'est le fichier des ventes que j'avais ouvert. Il m'a affiché les 5 premières lignes de mon tableau. Voilà. Date, 1, 2, 3, 4, 5, magasin, produit, catégorie, quantité, remise. Donc, pour afficher les 5 premières lignes de votre fichier que vous voulez analyser, on utilise la fonction head. Alors, si vous voulez afficher les 5 dernières lignes, ça c'est les 5 premières lignes. Vous voulez afficher les 5 dernières lignes, là on utilise la fonction type. Donc, je vais prendre simplement mon fichier ici, je l'amène dans une autre ligne de code. Voilà. Je l'amène là-bas. Voilà. J'ai dit, là où il y a head, j'ai dit tile. Voilà. OK. Il m'a donné les 5 dernières lignes. Vous voyez? 15, 16, 17, 18, 19. Or, avec head, j'avais les 5 premières lignes. Donc, pour afficher les 5 premières lignes, vous utilisez l'attribut head ou la fonction head. Pour afficher les 5 dernières lignes, vous utilisez l'attribut type. Je pense que ça va pour tout le monde. Hein?
Voilà. Voilà. Si vous voulez maintenant comprendre la structure, vous voulez comprendre la structure de votre fichier, soit quelle est la dimension de votre tableau, quelle est la structure générale et le type de données que porte votre fichier, c'est-à-dire les nombres total des lignes, les nombres total des colonnes, les types de chaque colonne, les nombres de valeurs non nulles dans chaque colonne, ainsi de suite. Voilà. On va commencer d'abord par visionner. On va commencer d'abord par visionner la dimension de notre tableau, la dimension de notre fichier ici que nous avions importé sur Python. On va voir cette dimension. Voilà. Je viens ici, nouvelle ligne. Les noms de ma variable, là où j'avais stocké mon fichier que j'ai là où j'avais stocké mon fichier que j'avais chargé, c'est nomme fichier source. Voilà, j'ai dit fichier source, point shape. Cela va me renvoyer un tipelet. J'espère que vous vous rappelez des tiplets que nous avions vu, les structures de données. Donc, j'aurai les lignes et les colonnes. Il me dit que je 20 lignes et j'ai 7 colonnes. Lorsque je rentre dans mon fichier source, exactement, j'ai 20 lignes. Regardez, in 2, donc j'en ai ici 21, moins la ligne des en-têtes, ça me donne 20 lignes. Et puis j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement la structure qu'il m'a donnée. Donc, j'ai les tableaux que je suis en train d'analyser à 20 lignes et 7 colonnes. Là, lorsque je vais savoir la dimension de mon tableau. Alors, si je vais avoir les informations générales sur mon dataset, sur mon fichier. Alors, j'ai dit fichier, source, point, j'ai dit info. Point, info. Voilà. Comme c'est une fonction, je le mets entre parenthèses. J'exécute. Voilà. Regardez, il m'a donné toutes les informations générales que porte mon fichier. En commençant par la structure générale et les types de données. Mon ordinateur plante un peu aujourd'hui, un peu trop. Il me dit d'abord que je suis en train d'utiliser la classe Pandas. J'ai créé un data frame et j'ai 20 entrées, donc 20 lignes. J'ai 7 colonnes. Vous voyez? Colonnes. Voilà. Il me présente même mes colonnes. Il me dit colonne, date. Commence avec la toute première, date. Il me dit j'ai 20
éléments non nil, il est de type data times. Magasin, j'ai 20 éléments non nil, il est de type objet. Produit, ainsi de suite. Prix, 20 éléments non nil de type entier, 64 bits. Remise, donc des entiers ayant la partie décimale. Lorsque je rentre là-bas, regardez, j'ai exactement les éléments qu'il m'a donné. Mais regardez dans remise, j'ai quand même des colonnes nil, des colonnes vides. On va voir ce qu'il va nous donner. Regardez, il me dit, si la colonne remise, j'ai 15 éléments non nil. C'est-à-dire que j'en avais 20 et ici, il y en a 15 non nil. C'est-à-dire qu'il y a 5 qui sont nil. Quand je rentre dans mon tableau initial, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. Exactement. Donc, déjà avec info, je sais déjà la tendance du fichier que je vais analyser. Je sais voir dans mon fichier quel type de données que j'ai regroupées par colonne, quelles sont les colonnes où j'ai des données manquantes et quel type d'éléments que porte chaque colonne de mon tableau. Et je peux déjà avoir une idée pour l'analyse des données. Déjà avec la fonction info, on sait déjà avoir les informations générales ainsi que les types de données que porte votre fichier. Alors, nous pouvons déjà faire les statistiques de base sur les colonnes numériques, c'est-à-dire les colonnes où nous avons des entiers. Donc, on peut déjà faire la statistique de base sur la colonne prix, la colonne quantité, la colonne remise. C'est-à-dire savoir la moyenne, l'écart type, les minimums, les maximums, l'écart quartile. Donc, on peut déjà le faire de façon générale, tout en faisant seulement une ligne de code pour que nous puissions obtenir cela. Alors, je vais prendre mon fichier qui est fichier source. Fichier source, il est là. C'est ma variable dont j'avais stocké mon fichier que j'avais importé. Je mets ma variable là-bas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je mets là-bas. Et je vais simplement changer les fonctions. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction describe. Décris-moi. Et cette description, il va le faire en calculant la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, l'écart quartile, ainsi de suite. Je vais exécuter. Voilà. Regardez. Il a compté, j'ai 20 dates. Ici, il a fait la somme, le prix, les minimums, le minimum, en partant des dates, c'est le 10 janvier 2024, 12 heures juste. Et le prix minimal, la moyenne des dates, il a trouvé que c'est le 10 janvier 2024 à 12 heures juste. La moyenne de prix, la moyenne de quantité, la moyenne de remise minimale. Mais dit c'est le 1er janvier 2024 à 0h0h, le prix minimal, la quantité minimale, la remise minimale, 25%. Que représentent les 25%, les 50%, les 70%, la date maximale, le prix maximal, la quantité, voilà. Pour la date, il me dit que ce n'est pas une valeur numérique. Voilà pourquoi nous avons N, N,
N-A-N. Note, note is numerical. Note is numerical. Donc, cette colonne, les dates ici, ils ne peuvent pas les calculer. Ils ne peuvent pas faire le quart type des dates. Voilà pourquoi il nous dit que c'est une variable qui est non numérique. Ici, les quarts types en partant de prix, les quarts types en partant des quantités et les quarts types en partant de la remise. Donc, on peut déjà faire le statistique général de façon rapide en utilisant simplement cette ligne de code qu'on appelle describer. C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que nous devons retenir pour cette partie? Nous devons retenir que des séries, ce sont des colonnes uniques. C'est-à-dire c'est comme des vecteurs, c'est comme des scores, c'est comme des indices. Par contre, les data frames, c'est pour des tableaux complets avec plusieurs colonnes. Donc, vous pouvez créer un data frame à partir des dictionnaires, à partir des listes, à partir des séries ou même à partir des tableaux générés ou créés avec Numerical Python. Voyons maintenant comment est-ce que nous pouvons sélectionner et filtrer des données dans un data frame créé avec Pandas. Par exemple, ici, nous voulons afficher parce que avec Head, on affiche toutes les colonnes. On a affiché ici toutes les colonnes avec les 5 premiers éléments. Avec Tile, on a affiché toutes les colonnes avec les 5 derniers éléments. Supposons que nous voulons simplement afficher la colonne magasin, la colonne qui porte le magasin. Nous voulons avoir analysé seulement le magasin. Comment est-ce que nous allons le faire? On va aller ici. Mon fichier, c'est fichier source. Ma variable se nomme fichier source. Dans ma variable fichier source, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher, je viens ici, comment il s'appelle? Magasin. Je vais afficher la colonne des magasins. Magasin. Voilà. J'exécute. Voilà. Il m'a affiché que la colonne où j'ai les magasins. Donc, j'ai fait une extraction, j'ai fait un filtrage. Il m'a affiché que les colonnes où j'ai les magasins. Les colonnes où j'ai les magasins. Ou encore, je peux, au lieu de mettre magasin entre crochets, je peux aussi faire ça autrement. Je mets le nom de mon fichier de référence. Ensuite, je mets carrément les noms de l'entête. Donc, magasin. Il est là. Et puis, j'exécute. Voilà. J'ai la même chose. Maintenant, comment peut-on extraire des colonnes, 3 colonnes, 5 colonnes, tout ce que vous voulez? Supposons ici, nous voulons extraire le magasin. On va avoir le magasin, le magasin, le produit vendu dans ces magasins, ainsi que le prix. Donc, on va avoir le magasin. Supposons qu'on vous demande d'analyser la tendance par rapport à la localisation de chaque magasin en partant de produits, tout en tablant sur le prix, par exemple. Donc,
on va afficher le magasin, le produit et les prix. Voilà. Donc, c'est la même logique. Je vais créer un dictionnaire. Je viens là. Je commence par magasin. Magasin, virgule. Ensuite, je voulais afficher, c'était quoi? Le produit. Le produit. Produit. Et enfin, le prix, je pense. C'était les prix. Les prix. Voilà. Les prix. Voilà. Je vais créer un autre data frame. Il va me récupérer la colonne où il y a le magasin, la colonne où il y a le produit et la colonne où il y a le prix. Comme c'est un tableau à plusieurs dimensions, je dois le faire savoir que c'est un tableau à plusieurs dimensions. Donc, je dois mettre des crochets. Voilà. Regardez, il m'a pris le magasin, le produit et les prix. Or, dans mon fichier, un instant, je vais ajouter quelqu'un. Voilà, j'ai fait une extraction. Donc, déjà, mon fichier, regardez, mon fichier source bizarre, je l'ai chargé à partir d'ici. Je l'ai chargé. Oh, un instant, donnez-moi quelques minutes. Je vais enlever cette histoire qui me dérange. Voilà, je l'ai chargé à partir d'ici. J'ai chargé mon fichier. Je l'ai stocké dans ma variable que j'ai appelée source. Et la fonction head m'a permis d'afficher les 5 premières lignes de mon fichier. Oh, c'est quoi ces bazars? Ma fonction head m'a permis d'afficher les 5 premières lignes de chaque colonne se trouvant sur mon fichier. Ma fonction tile m'a permis d'afficher les 5 dernières lignes se trouvant sur mon fichier. L'attribut shape m'a permis de savoir la dimension de mon tableau. Donc, j'ai 20 lignes cette colonne. Et la fonction info m'a permis d'avoir les informations générales sur mon fichier, c'est-à-dire c'est la structure de mon fichier, les types de données, les valeurs manquantes, ainsi de suite. Ensuite, la fonction describe
m'a permis de faire la statistique rapidement sur mes fichiers, c'est-à-dire compter mes variables, mes valeurs, faire la moyenne, la valeur minimale, le 25 quartiers, 50%, le maximum, ainsi de suite. Et ici, j'ai affiché, j'ai extrait de mon fichier une colonne nommée magasin. Ici, j'ai montré comment est-ce qu'on peut afficher aussi en faisant point. Par contre, ici, nous avons fait l'extraction de 3 colonnes de notre fichier source. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez faire l'extraction de votre fichier source pour faire l'analyse. Alors, comment peut-on sélectionner une ligne? Par exemple, nous avons extrait notre tableau avec 3 colonnes et 20 lignes. Supposons par exemple que nous voulons analyser que la première ligne. Donc, sélectionner la première ligne pour l'analyser. Alors, on va utiliser la fonction qu'on appelle lock. On dira, on met le nom de notre fichier source, de notre variable. Donc, fichier source, point, lock. Ensuite, on va mettre l'index. Or, le premier fichier est à l'index 0. D'ailleurs, DataFrame est très gentil. Comme il considère que c'est un tableau, il nous a même déjà affiché les index. C'est quoi ça? Excusez-moi, je vais prendre... Bon, je sais que le premier fichier a l'index 0. Je l'affiche quand même. Ensuite, je vais... Vous allez me donner quelques minutes que je cherche ma souris externe. Je vous reviens. Voilà. Voilà, ici, il était question. On veut par exemple analyser une ligne. Une ligne. Regardez. Ici, la première ligne, on a magasin Bukavu, écouteur, produit écouteur, prix, tout ça. Donc, avec toutes ces informations, hein, regardez la première ligne qu'on avait ici, il est là. Regardez, on a la date, le magasin, le produit, catégorie, prix, quantité, remise. Donc, on veut extraire cette ligne pour l'analyser. C'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous avons à ce niveau. Donc, on a la date, on a le magasin, on a le produit, catégorie, le prix, la quantité, la remise. Voilà. Donc, c'est de cette façon qu'on arrive à sélectionner ou à extraire une ligne. Ici, nous avons, ça c'est pour extraire une colonne, mais ici c'est pour extraire une ligne. Donc, pour extraire une colonne, on précise le nom de la colonne qu'on veut extraire et puis on l'affiche. Pour extraire une ligne, on utilise son index en associant cela avec la fonction lock. Donc, si je voulais avoir, par exemple, le 15e, je vais avoir le 15e fichier, les 15e produits se trouvant sur mon dataset, je mettrai là-bas. Je vais avoir celui-ci, le Bumbashi écouteur là-bas. Je mets 15. Je mets simplement le nom de mon dataset, lock, et puis l'index du fichier que je vais extraire. Voilà.
Quand j'extrais, voilà, j'ai le fichier se trouvant sur le numéro 15. Maintenant, supposons que ici, nous avons vu comment extraire pour une ligne. Maintenant, supposons que nous voulons extraire plusieurs lignes. Par exemple, je voudrais afficher la ligne in jusqu'à la ligne 3, par exemple. Je vais afficher les données se trouvant sur la ligne in jusqu'à la ligne 3. Je vais afficher ça. Comment est-ce que nous pouvons les faire? Voilà. Je mets le nom de mon dataset, fichier source, fichier source, point, loc. Maintenant, je vais préciser la plage. Je vais préciser la plage de mes lignes que je vais extraire. Je commence par la première plage jusqu'à la troisième. Rappelez-vous toujours de ce principe-là que nous avons vu pour extraire là-bas. Donc, je vais mettre un nombre supérieur à 3. Donc, 0, 2 points, je mets 4. Et puis, je ferme. Voilà, je vais extraire. Il dit, OK, j'exécute. Voilà. Il a extrait le fichier qui va 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. On voulait extraire 3, nous avons extrait 5. Donc, on va prendre 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ça fait 3. Donc, on met 2 ici. Voilà. Donc, nous avons 3 fichiers extraits. C'est de cette façon-là que vous pouvez extraire vos fichiers. Supposons que je vais extraire à partir, je vais prendre que la ligne 12 jusqu'à la ligne 15 par exemple. Je vais mettre ici 12 et ici je mets 15. Exécute. Voilà. J'ai la ligne 12 et la ligne 15. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez extraire plusieurs lignes de votre dataset. C'est aussi possible d'extraire, d'afficher. Par exemple, prenons le cas, je vais afficher le produit dont la quantité est, par exemple, je vais voir les quantités, excusez-moi. Je vais afficher le produit dont la quantité est supérieure ou égale à 3. Donc, je vais commencer à partir de 3. Bon, je dis, dont la quantité est dont la quantité est supérieure ou, bon, dont la quantité est supérieure à 2, par exemple. Je vais extraire le produit dont la quantité est supérieure à 3. Bon, à 2, par exemple. Excusez-moi, j'ai un appel en cours. Voilà. Je viens dans mon éditeur. Je mets le nom de mon dataset, fichier source. Ensuite, je mets de nouveau le nom de mon dataset. Ensuite, je mets les noms de la colonne qui sera prise en compte dans la condition. Pour mon cas, c'est quantité. Je dois l'inscrire
tel qu'il a été saisi préalablement. Donc, quantité. Ensuite, je mets la condition. La condition, c'est d'avoir une quantité supérieure à 2. Bon, ou soit supérieure à 3. Supérieure à 3. Et puis, je ferme. Voilà. Ici, je vais afficher le produit dont la quantité est supérieure à 3. Donc, ici, je n'aurai que le produit, ce produit ici qui a 4, celui-ci 5, 4, 5, 5, 5, 4, et le reste, je n'en aurai pas. Donc, je suis en train d'afficher tout en, je suis en train de filtrer, c'est ça que nous appelons le filtrage conditionnel, d'afficher les informations tout en fixant une condition. Voilà, j'exécute. Voilà, regardez, il m'a affiché, il a fait l'extraction de produits dont la quantité est supérieure à 3. Le produit numéro D, la quantité c'est 4. Le produit numéro 5, la quantité c'est 5. Le produit numéro 7, la quantité c'est 4. Le produit numéro 10, la quantité c'est 5. Le produit numéro 12, la quantité c'est 5. Le produit numéro 13, la quantité c'est 5. Le produit numéro 14, la quantité c'est 4. Or, j'ai combien de produits ici? J'en ai 20. J'ai 20 produits ici, mais là affiché, tout en spécifiant la condition que je lui ai donnée. Donc, si je mettais là-bas, je dis par exemple, je vais avoir le produit dont la quantité est supérieure à 4, par exemple. Là, je n'aurai que le produit de 5, 5. J'exécute. Voilà. Je n'ai que ce produit ici. J'ai le produit numéro 5, le produit numéro 10, le produit numéro 12 et le produit numéro 13. Donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive à faire des filtrages conditionnels. Mais c'est aussi possible de combiner le filtrage conditionnel. Par exemple, je mets des conditions. Je lui dis par exemple, affiche-moi le produit dont la quantité est supérieure à 3 et dont le prix, par exemple, et dont le prix est supérieur à 191 000 francs, par exemple. Donc là, je lui donne des conditions. Je lui dis de m'afficher le produit dont la quantité est supérieure à 3, mais aussi dont le prix est supérieur, par exemple, à 191. Voilà, faisons cela. Je prends cette partie ici, j'amène ça là-bas. Première partie, je dis, regarde dans les datasets et la colonne quantité, affiche-moi les quantités supérieures à 3. Ensuite, et, rappelez-vous des et logiques, et tu regardes dans tout ça, ceci, je prends tout ça, je regarde ensuite dans les datasets, donc fichier source, dans la colonne cette fois-ci, la colonne prix, et affiche-moi le prix supérieur à 191. Je ferme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous sommes devant un logique. C'est-à-dire, pour qu'il puisse extraire la ligne, il faudrait que
les deux conditions puissent être remplies. La première condition, la quantité doit d'abord être supérieure à 3. La deuxième condition, le prix doit être supérieur à 191 000. J'exécute. Voilà. Regardez. La quantité supérieure à 3, donc je n'ai que 4, 4, 5, 5. Le prix supérieur à 191, j'ai 914. Je n'ai pas un prix inférieur à 191. Or, j'ai des quantités supérieures à 3 qui sont égales à 191, qui n'a pas pris en compte. Regardez par exemple ici. J'ai cet article 12. Là, il a la quantité 5 et le prix est 191. Ici, il n'a pas pris en compte parce qu'il a des conditions qu'il est en train de vérifier. Mais si c'était le ou, là, on aurait à la fois le prix supérieur à 3 et le prix supérieur à 191. Donc, avec le ou, lorsque une des conditions est remplie, il affiche les informations. Avec les et logiques, il faudrait que les deux bornes portant nos conditions puissent être vraies, puissent être true. Par exemple, ici, la quantité doit être supérieure à 3 et ici, le prix doit être supérieur à 191. Il regarde les deux conditions. Il regarde les deux conditions. Si c'est rempli, il affiche le résultat. C'est bon pour tout le monde? Merci de vos retours. Donc, c'est de cette façon qu'on arrive à faire le filtrage sur plusieurs colonnes tout en mettant des conditions. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut masquer des valeurs se trouvant dans notre tableau. Comment est-ce que nous pouvons les masquer? Comment est-ce que nous pouvons le masquer? Donc, je pense qu'on va clôturer avec le masquage. Demain, on verra les nettoyages et la préparation des données. Comment est-ce qu'on nettoie les données? Comment est-ce qu'on remplace les valeurs manquantes? Comment est-ce qu'on détecte les doublons? Les mauvaises capitalisations, les types de données incorrectes, les incohérences, les erreurs humaines pour avoir un dataset propre. Ça, on va voir demain. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons cheater avec le masquage. Comment est-ce qu'on peut masquer? L'indexation qu'on appelle, ce qu'on appelle l'indexation booléenne. Oh, je ne vous ai pas montré. Bon, on voit comment est-ce qu'on peut modifier le valeur. Hein, comment est-ce qu'on peut modifier les valeurs d'un dataset. Et comme ça, on va cheater avec l'indexation logique, ce que nous appelons le masque booléen. Donc, vous créez un filtre pour l'utiliser plusieurs fois. On voit d'abord comment est-ce qu'on peut modifier. Pour modifier, vraiment, c'est comme nous avions fait avec des listes. Hein. Vous mettez le nom de votre dataset et vous précisez la colonne que vous voulez modifier, l'élément, et puis vous mettez euh, la valeur. Voilà. On voit d'abord comment on peut masquer. Le masquage va nous permettre de modifier les éléments au niveau de notre dataset.
Voilà. Vous pouvez stocker une condition dans une variable, ce que nous appelons l'indexation logique. Cela vous permet de réutiliser le même filtre plusieurs fois, ce qui est plus visible. Hein? Commençons par exemple, on veut créer notre masque pour, ici on prend quoi? Le magasin. On dit par exemple, magasin Goma. Supposons que nous voulons déplacer le magasin à Goma pour amener ça dans quelle ville? Je vais voir quelle est la ville qui n'est pas repris. On a Bukavu, on a Goma, on a Lubumbashi, Kinshasa, Bukavu. Voilà. Supposons que nous voulons déplacer tous nos magasins se trouvant à Goma pour les amener, bon, avec ce que nous avons maintenant. On dit par exemple que on voudrait voir comment est-ce qu'on peut analyser pour déplacer nos magasins qui se trouvent à Goma pour les amener par exemple à Kananga ou à Chikapa. Nous allons, comme il y a plusieurs magasins, si on doit faire ligne par ligne, ça va nous prendre du temps. Alors on va créer un masque, ce que nous appelons en analyse des données l'indexation logique, et cette indexation logique nous permettra de le réutiliser. Voilà. J'appelle je vais appeler la variable déplacer magasin. Déplacer magasin. Dans déplacer magasin, qu'est-ce que je vais mettre? Je précise d'abord la source. Les datasets, c'est fichier source. C'est là où j'ai mes magasins. Ensuite, je précise la colonne que portent mes magasins. La colonne est nommée magasin. Et quel est le magasin que je vais déplacer? C'est mes magasins qui se trouvent dans la ville de Goma. Je mets Goma. Voilà. J'exécute. C'est bon. Si je veux savoir mes magasins que j'ai déplacés, j'ai dit fichier, mon dataset, fichier, source, fichier source. Et ensuite, je mets ma variable déplacer magasin. Voilà. Regardez, il m'a pris que le magasin de Goma. Vous voyez, Goma, 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 Goma. Il m'a pris que mes magasins de Goma. Pendant que j'ai de magasins, j'ai d'autres magasins qui se trouvent dans d'autres villes, telles que Bukavu, ainsi de suite. Ce que je vais de créer, c'est ce qu'on appelle en analyse des données, l'indexation logique. J'ai créé une variable masque où j'ai stocké les villes que je voudrais déplacer. Maintenant, rappelez-vous qu'on voulait déplacer nos villes pour le mettre, par exemple, à Chikapa. Nous enlevons nos magasins à Goma, nous voulons le mettre à Chikapa. Là, ça devient très facile parce que nous avons créé une variable qu'on a appelée déplacer magasin. On sait que tous nos magasins de Goma se trouvent dans cette variable-là. Supposons que nous voulons changer notre magasin ici, qui se trouve à l'index 1. Il est dans la ville de Goma. On veut changer ce magasin pour le mettre, par exemple, à Chikapa. On vient, là, on dit, cette fois-ci, notre fichier source, notre dataset,
source fichier, point lock, rappelez-vous des locks, on met la position 1, le premier, ensuite on met ce que nous voulons changer, c'est magasin, l'entête. Nous voulons le mettre où? Nous voulons le mettre, par exemple, à Chicapa. Bon, il se trouve déjà dans déplacer magasin, hein, pour que je ne puisse pas répéter. Je dis déplacer magasin. Voilà. J'exécute. Il me dit quoi? Il y a plusieurs index dans déplacer magasin. Mais c'est un, non? Ah oui, il doit être dans fichier source. Il a raison. Fichier source. Voilà. C'est source fichier, non? Ah oui, c'est fichier source. Bon, j'ai inversé. C'est fichier source. Point lock. Voilà. Il me dit que le magasin qui est à la position 1 n'est pas, il ne se trouve pas dans Chicapa. Mais moi, ce que je voulais remplacer tous mes magasins ici, le mettre à Chicapa. Donc déjà, quand j'ai testé, il me dit que le magasin ici n'est pas à Chicapa. Alors, je vais utiliser le basque pour pouvoir modifier la valeur. Je prends déplacer magasin, fichier déplacer magasin, j'amène ça là-bas. Point qui doit être égal cette fois-ci. Qui doit être égal cette fois-ci. J'ai dit Chicapa.